En raison de cela, parce qu'ils sont plus pragmatiques, et parce que l'Iran, à travers ses propres intérêts dans la région, est plus pragmatique, ce pragmatisme a rapproché les deux parties et permis une nouvelle évaluation de ce qui est dans notre intérêt. Maintenant, avec cela, nous devons aussi comprendre que vous savez, en 1969, même jusqu'en 2001, il y avait ce sentiment que, vous savez, les États-Unis sont la superpuissance et que ce que les États-Unis veulent s'impose. Donc, l'Arabie saoudite n'était pas encline à aller à l'encontre des États-Unis. Je pense que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il n'était toujours pas clair que nous étions dans un monde multipolaire. Je pense que depuis 2021, depuis 2022, certainement depuis la guerre russo-ukrainienne, nous assistons aux signes de la fin de l'ordre basé sur des règles de l'ordre international libéral. Et nous voyons la montée des BRICS. Nous voyons la Chine beaucoup plus impliquée économiquement. Nous voyons divers centres de pouvoir. Et l'Arabie saoudite ne veut tout simplement pas être laissée pour compte. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, j'ai de nouveau avec moi le Dr Arta Moini. Le Dr Moini est le directeur de la recherche et responsable des opérations américaines à l'Institute for Peace and Diplomacy, un groupe de réflexion en Amérique du Nord. Il étudie l'avenir de l'ordre international et la grande stratégie d'un point de vue réaliste, et il écrit de nombreux essais analytiques très utiles. Il tweete également régulièrement sur Twitter à propos d'événements importants, comme le récent rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Étant un expert de l'Europe et du Moyen-Orient, ou de l'Asie de l'Ouest, je voulais parler avec le Dr Moini de ce sujet précisément. Comment l'Iran et l'Arabie saoudite se rapprochent maintenant, et ce que cela signifie en termes de grande stratégie. Alors, Dr Moini, bienvenue. Merci Pascal de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un plaisir d'être sur votre émission et je suis heureux d'avoir cette conversation. Eh bien, vous avez écrit ce petit article sur Twitter disant que ce nouvel échange diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran est fortement sous-estimé dans son importance, car il change le tableau du Moyen-Orient en général. Pourriez-vous peut-être développer cela? Bien sûr. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'environnement stratégique au Moyen-Orient en 2024, avec ou sans Trump, même s'il entre en fonction, est très différent de celui de 2016. Beaucoup de choses ont changé au cours des 8 années écoulées, et ce serait une erreur de supposer que tout se passe comme d'habitude, comme si, vous savez, c'était 2016, 2018 ou même 2020. L'une des principales choses en est smart and serré est la nature de la relation de l'Iran avec les pays arabes, en particulier dans le Golfe Persique et l'Arabie saoudite. Et vous savez, depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, suivie du 7 octobre, ce sont deux événements importants qui se sont produits et ont changé le calcul des alliés des États-Unis dans la région, en particulier l'Arabie saoudite, pour se concentrer davantage sur l'autonomie et aussi pour ne pas être trop unilatéraux. Depuis lors, au cours de l'administration Biden, l'Arabie saoudite sous Mohammed Ben Salman a apporté certains changements dans son approche envers l'Iran. Cela s'est également produit avec l'Iran prenant la décision qu'il ne peut pas se permettre d'avoir des tensions aussi élevées avec ses voisins. Ainsi, l'Iran a pour ces raisons essayé d'être beaucoup plus une force de stabilité régionale et tente de trouver un rapprochement avec tous ses voisins arabes. Et l'Arabie saoudite a également bénéficié de la désescalade avec l'Iran. Ainsi, à partir de 2023, ils ont apporté une série de changements dans leurs relations et ont rétabli leurs liens qui avaient été rompus pendant plusieurs années.
Ce mouvement initial a été orchestré, comme vous vous en souvenez peut-être, par la Chine. Les deux parties voulaient être des partenaires commerciaux avec la Chine au Moyen-Orient. La Chine a permis ou poussé à ce type d'accord parce qu'elle veut être l'acteur non idéologique et souhaite simplement faire des affaires avec divers pays. Elle a donc fortement encouragé les deux parties à se mettre à la table. Mais il serait une erreur de penser que cela était uniquement l'œuvre de la Chine. C'était également dans l'intérêt stratégique de l'Iran et de l'Arabie saoudite de le faire. Et donc, une fois le dégel amorcé, nous sommes entrés dans une période de détente. Mais la détente et la série de conversations qui ont commencé à Bagdad, avec l'encouragement d'Oman en tant qu'État neutre, ont joué un rôle significatif. Je pense que le rôle d'Oman est souvent sous-estimé dans les événements du Moyen-Orient. Mais cette détente au cours de l'année écoulée, surtout depuis le 7 octobre, s'est orientée vers une entente. Maintenant, nous ne parlons pas seulement d'intérêts économiques communs, mais nous parlons aussi de coopération en matière de défense. Nous discutons de l'augmentation des liens de défense et d'une compréhension différente des circonstances de sécurité au Moyen-Orient. Nous envisageons également un niveau beaucoup plus élevé d'engagement diplomatique et un nouveau front se formant au Moyen-Orient contre ce qui est perçu comme des actions ou des excès israéliens. Je pense donc que nous sommes simplement dans un environnement stratégique très différent. Et il s'agit aussi en partie de reconnaître que lorsque nous concluons des accords, comme les accords d'Abraham ou l'engagement diplomatique Iran-Arabie saoudite, ce sont des actions que nous entreprenons pour formaliser des choses qui existent déjà sur le terrain. Elles sont déjà systémiques. Ainsi, lorsque nous avons des changements systémiques, nous les voyons dans la présence diplomatique et les formalités. Mais c'est presque toujours une erreur de penser qu'il s'agit d'un acte qui précède les changements systémiques. Je pense donc que nous devons comprendre la structure au Moyen-Orient, les changements, le réalignement et les manières dont les deux pays pensent qu'ils bénéficient d'une relation de coopération plus étroite. Et comment cela a-t-il été possible? Parce que si vous regardez les difficultés de l'Iran dans son propre environnement, il y a eu une très longue période, de 15 à 20 ans, essentiellement de quasi-guerre, directe et indirecte, avec l'Irak, n'est-ce pas? Et puis cela a disparu parce que les Américains ont essentiellement pris en charge l'Irak pour l'Iran. Mais ensuite, cela s'est transformé en une rivalité stratégique avec l'Arabie saoudite. D'où venait cette rivalité stratégique? Et pourquoi ont-ils failli se détruire mutuellement, également avec les proxys ou leurs alliés qu'ils avaient dans la région? Et maintenant, cela disparaît. Et vous dites que ce n'est pas juste un rapprochement, c'est une entente. C'est comme s'ils commençaient à travailler correctement ensemble et à se percevoir mutuellement comme de véritables potentiels, peut-être sinon alliés, du moins amis. Comment est-ce possible? Eh bien, tout d'abord, le mouvement vers l'entente découle d'une évaluation très réaliste des intérêts, d'une compréhension réaliste de ce qui est dans l'intérêt national des deux pays et de la stabilité régionale. Je pense que les deux pays sont très conscients du fait que ce qui se passe, notamment à travers les relations dirigées par les États-Unis, coupe certains liens dans la région, créant certains types d'instabilité et d'escalade. Et je pense qu'ils ne veulent pas de quelconque escalade régionale ou de menace à la stabilité. Parce que si vous êtes l'Arabie saoudite et que vous voulez réaliser Vision 2030, si vous voulez mener à bien tous ces grands projets économiques, vous ne voulez pas dépenser la majeure partie de votre argent en défense. Vous avez besoin de cette stabilité parce que vous voulez inviter d'autres à investir en vous. Si vous êtes l'Iran et que vous croyez vraiment que l'Occident, et surtout Israël en tant que proxy de l'Occident, a certains desseins sur vous, vous ne voulez pas perdre votre temps
à vous engager dans des rivalités avec d'autres puissances de second ordre que vous croyez ne pas être de véritables menaces pour vous. Donc, vous voulez essayer de trouver une plateforme, une sorte d'architecture, dans laquelle vous pouvez réellement avoir une vision différente de la sécurité, beaucoup plus inclusive et intégrée. Mais les racines de tout cela remontent à la révolution iranienne. Et nous pouvons en parler beaucoup plus. Mais cela, vous savez, 1969 représentait fondamentalement deux perspectives différentes pour le Moyen-Orient. Mais je pense qu'en 2024, après toutes ces années et décennies de conflits, et je veux dire de guerre par procuration, mais aussi vraiment une guerre froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite, cela s'est réchauffé parce que les intérêts ont persévéré et ont été priorisés sur l'idéologie par les deux parties. Pourquoi est-ce possible maintenant? Je veux dire, ce que vous dites à propos des dilemmes stratégiques était vrai il y a 20 ans. L'Iran aurait eu intérêt à avoir de meilleures relations avec son environnement. Et l'Arabie saoudite a connu une montée économique très réussie et un intérêt pour un Moyen-Orient stable depuis lors. Pourquoi est-ce qu'ils se tournent maintenant vers une entente mutuelle? Eh bien, une chose à considérer est que, tout d'abord, la révolution iranienne de 1969 était une force très idéologique. C'était une révolution d'abord chiite. Elle voyait le monde en termes chiites et se considérait comme une défense contre l'agression occidentale, le colonialisme, l'impérialisme et tout cela. Mais c'était une présence chiite très révolutionnaire. Et immédiatement après, il s'agissait d'exporter la révolution, n'est-ce pas? Du point de vue saoudien, ce n'était pas seulement un allié de l'Occident, mais c'était aussi une puissance beaucoup plus traditionnaliste, et c'était sunnite. À l'époque, elle soutenait même des groupes salafistes jusqu'au 11 septembre. Ainsi, il y avait une sorte de point de vue monarchiste traditionnaliste du statu quo lié à l'idéologie sunnite et salafiste en Arabie saoudite, en conflit avec une doctrine révolutionnaire anti-monarchiste et anti-sunnite censée être exportée d'Iran. D'une certaine manière, l'Iran était un mouvement populiste à l'époque, tandis que le côté saoudien adoptait un peu le statu quo et l'establishment. Donc, pour mettre cela en contexte, pour certains des téléspectateurs occidentaux qui traversent quelque chose de similaire en ce moment en Europe et aux États-Unis, je pense qu'il est important de reconnaître qu'à l'époque, c'était très compréhensible, parce que nous devons comprendre la politique étrangère comme un reflet de la politique intérieure. La politique intérieure de l'Iran et celle de l'Arabie saoudite, à l'époque, étaient complètement opposées. Puis, la guerre en Irak a eu lieu. Vous savez, la plupart des pays arabes ont soutenu l'Irak contre l'Iran. L'Iran a été très affecté par ce geste, et donc l'atmosphère de méfiance de 1979 était très profonde. Maintenant, le problème avec l'idéologie, c'est que si vous n'êtes pas une grande puissance, si vous n'êtes pas une superpuissance, si votre pouvoir n'est pas illimité, vous devez faire face à la réalité et vivre dans les limites de la réalité. Et donc, la réalité a changé au cours des 40 dernières années, et nous assistons maintenant à un type de réalignement différent. Nous l'avons vu surtout après que certains des dirigeants saoudiens, avec Mohammed Ben Salman à leur tête, ont complètement réévalué ce qu'ils veulent que l'Arabie saoudite soit. Ils ne veulent plus que l'Arabie saoudite soit un vassal des États-Unis, et ils ont essentiellement pris le dessus et ils se sont éloignés des éléments islamistes sunnites. Et donc, à cause de cela, parce qu'ils sont plus pragmatiques, et parce que l'Iran, à travers ses propres intérêts dans la région, est plus pragmatique, ce pragmatisme a rapproché les deux parties et permis une nouvelle évaluation de ce qui est dans notre intérêt.
Maintenant, avec cela, nous devons aussi comprendre qu'en 1979, même jusqu'en 2001, il y avait ce sentiment que les États-Unis sont la superpuissance et que ce que les États-Unis veulent s'impose. Ainsi, l'Arabie saoudite n'était pas encline à s'opposer aux États-Unis. Je pense que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il n'était toujours pas clair que nous étions dans un monde multipolaire. Je pense que depuis 2020, et certainement depuis 2022, avec la guerre russo-ukrainienne, nous assistons au dernier souffle de l'ordre fondé sur des règles de l'ordre international libéral. Et nous voyons la montée des BRICS. Nous voyons la Chine beaucoup plus impliquée économiquement. Nous voyons divers centres de pouvoir. Et l'Arabie saoudite ne veut tout simplement pas être laissée pour compte dans ce changement tectonique. Cela ne signifie pas que l'Arabie saoudite va rejoindre le bloc non occidental. L'Arabie saoudite veut en faire preuve de plus de patience et de neutralité à l'égard des deux côtés et essayer d'agir dans ses propres intérêts. Et je pense que c'est quelque chose à accueillir favorablement. Oui, et je veux dire, ils font tous les deux maintenant partie des BRICS. D'autres chercheurs ont souligné que les BRICS ne sont pas un concept opposé à l'Occident. C'est l'antithèse, en gros, non pas de la construction de blocs, mais de la promotion de la multi-alignement. Alors pensez-vous que c'est là que l'Arabie saoudite se dirige? Elle ne va pas s'opposer aux États-Unis. Elle va simplement jouer avec plus d'amis sur le terrain. Oui. Oui, je pense que c'est une erreur d'avoir une pensée de bloc, de penser en termes manichéens, de penser en termes de nouvelle guerre froide, que ce soit avec la Chine ou avec cette masse eurasienne. C'est très facile d'entendre ce genre de discours à Washington, malheureusement. Mais je pense que nous devons comprendre que les États-Unis peuvent être grands et puissants s'ils comprennent qu'ils doivent composer avec ce nouveau monde. Et la logique du nouveau monde est passée de l'unipolarité, de l'action unilatérale, non pas à l'action multilatérale, mais tout le jeu s'est déplacé vers quelque chose de beaucoup plus régional. Et dans un environnement beaucoup plus régional, vous allez devoir traiter avec divers acteurs dans différentes régions. Et cela signifie, par conséquent, un multi-alignement. Nous vivons donc dans un... Je ne veux même pas utiliser le mot multipolaire parce que, comme vous le savez, pour le réalisme structurel, la multipolarité signifie un certain pouvoir matériel. Je pense que le monde s'éloigne de ce genre de mentalité globaliste que nous avons eu dans une grande partie de la théorie des relations internationales occidentales au XXe siècle. Une analyse utilitaire. Beaucoup plus vers une compréhension culturelle, régionale, civilisationnelle, qui repose sur un multi-alignement, mais des systèmes multinodaux et polycentriques. Ce n'est pas nécessairement juste un, deux ou trois acteurs puissants. Cela ne signifie pas que nous allons avoir un cadre de droit international inclusif de 180 pays. Je pense que c'est trop idéaliste. Mais je crois que nous allons voir, comme nous le voyons avec les BRICS, un certain nombre de pays obtenir une place à la table. Et ces 10, 12, 15 pays seront beaucoup plus influents dans différentes décisions à travers le monde. J'ai appelé ça le concept de civilisation. Et aussi Nick Petro et moi, vous savez, à l'IPD, avons écrit à ce sujet également sur la nouvelle idée du concept de civilisation. Donc, vous savez à la fois, je pense, le réalisme culturel et le concept de civilisation autour des régions. Je pense qu'ils présagent tous deux une compréhension différente de la politique mondiale. Je pense que les actions de divers États, historiquement antagonistes avec divers problèmes idéologiques entre eux, se dirigent vers cette compréhension qu'ils doivent simplement trouver un moyen de coexister. Avoir un modèle de coexistence pacifique est quelque chose qui prend forme, que les États-Unis et les alliés européens le veuillent ou non. Et je pense que de plus en plus,
vous verrez même l'Europe et d'autres alliés comme le Japon et la Corée du Sud comprendre cette nouvelle réalité et vouloir avoir une place à la table. Cela va prendre du temps. Ce ne sera pas très rapide. Mais je pense que nous assistons à un chapitre très important de cela qui se déroule au Moyen-Orient. Et je pense que nous ne pouvons pas ignorer le changement potentiel de prestige occidental et de compréhension du monde et la fausseté de certains des schémas basés sur des règles ou de la propagande autour de cela, avec la guerre à Gaza et en Israël, qui est associée à l'Occident autant qu'à Israël. Pensez-vous que le génocide des habitants de Gaza en ce moment impacte réellement la réflexion stratégique des États musulmans voisins, ou est-ce une chose distincte? Je veux dire, je vais m'opposer au mot génocide, parce que je pense que ce que nous voyons, je ne veux pas entrer dans la question de savoir si c'est un génocide ou non, parce que je pense que c'est en fait un monde complètement différent vers lequel nous nous dirigeons. Je pense que la discussion même sur le génocide était en quelque sorte une discussion de la Seconde Guerre mondiale, une discussion de normes internationales, où il y avait quelque chose de juste et de moral, et nous allions nous y conformer. Et c'est bien pour tout le monde d'avoir ce genre de règles et de normes. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que tout cela avait à voir avec le pouvoir de l'Occident à l'époque et la capacité de réellement décider de ce que la loi devrait être et comment interpréter la loi. Ce que nous voyons dans un monde multipolaire, c'est qu'il y a diverses interprétations. Et donc, le genre de doctrine moralisatrice ne sera pas au moins aussi persuasif. Nous allons nous diriger vers un monde beaucoup plus basé sur le réalisme et les intérêts. Mais en termes de récits et de la bataille des récits, différentes régions du monde vont apprécier différents récits, précisément parce que nous nous éloignons de ce genre de compréhension formaliste du monde, du droit et de la moralité. Nous nous dirigeons donc vers quelque chose de plus régional. Et évidemment, au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest, le récit qui sera entendu et reçu est le déplacement et le remplacement de la population par Israël des habitants arabes et palestiniens à Gaza et ailleurs. Donc je pense, en gardant cela à l'esprit, c'est ainsi qu'ils le verront, indépendamment de ce qui est ou n'est pas un génocide. Je pense que cela va complètement changer la compréhension des gouvernements, en particulier des gouvernements arabes dans la région. Si toute votre population est positivement en colère à propos de ce qui se passe à Gaza et du manque de cessez-le-feu, et en mettant de côté le langage, le nombre de morts parmi les civils a été très élevé. Donc juste en prenant cela en compte, je pense que c'est quelque chose que la population arabe, la politique intérieure dans ces régions, même en Arabie Saoudite, signifie qu'il y a une grande pression sur les dirigeants en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et ailleurs pour avoir des démarcations et des lignes claires avec leurs frères arabes, ainsi qu'une démarcation contre Israël pour ce faire. Je pense donc que oui, la politique intérieure est toujours très importante et nous ignorons l'importance de la politique intérieure. Cela va également être très valable en ce qui concerne la Turquie, par exemple. Et je crois que si nous comprenons, encore une fois, ce qui se passe, cette guerre et cette escalade et le coup pour coup, et tout cela, depuis plus d'un an maintenant, je pense que cela a vraiment mis Israël dans une position très difficile vis-à-vis de tous les autres pays, même des pays qui voulaient être amis avec lui ou qui le sont. Ils ne peuvent tout simplement pas embrasser Israël autant qu'ils le voudraient. Je pense que cela a créé une perception différente au lieu de schisme entre sunnites et chiites, ou turcs et iraniens, ou tout cela. Nous nous dirigeons vers quelque chose où la région dans son ensemble s'oppose à ce genre d'instabilité, d'escalade, d'atrocité et de brutalité
ou quelle que soit la manière dont la région le perçoit. Cela devient la question de ce que l'Iran essaie de dire depuis un certain temps, à savoir qu'ils veulent avoir un ordre de sécurité basé sur la région du point de vue iranien, basé sur l'islam, avec ces pays islamiques coopérant ensemble contre les étrangers. Maintenant, je pense qu'il y a une possibilité, où il y en avait une, et il pourrait encore y en avoir une, où Israël aurait pu au moins se montrer à la Turquie et aux pays arabes comme faisant partie de cet ordre de sécurité. Mais cette possibilité s'amenuise de jour en jour. Ce que vous venez de décrire est une manière très utile de penser l'interaction entre la politique intérieure et internationale, ainsi que le pouvoir de ces types de récits, n'est-ce pas? Donc l'idée est qu'une compréhension partagée des récits de ce qui arrive aux Palestiniens informe ensuite le sentiment populaire auquel les dirigeants doivent réagir, ce qui informe ensuite la manière dont ils essaient de favoriser les relations internationales. D'une certaine manière, cela signifierait que plus l'assaut d'Israël ou la guerre d'Israël contre les Palestiniens s'intensifie, plus la propension des États arabes à réellement s'unir est élevée, sinon pour combattre Israël, du moins pour forger des liens communs entre eux. Est-ce aussi ce que vous prévoyez? Oui, je crois que c'est dans l'intérêt d'Israël de tenter de trouver un cessez-le-feu et de mettre fin aux guerres. Mais en même temps, je comprends aussi l'énorme insécurité que ressentent Israël et certains éléments de la société israélienne. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent. Vous savez, cette insécurité, ce sentiment psychologique d'insécurité, vous voulez que des têtes plus froides prévalent et vous voulez des personnes capables de dialoguer avec leurs voisins et de comprendre que, vous savez, la guerre et l'escalade ne sont pas de bonnes choses pour accéder au pouvoir. Mais je pense, vous savez, une chose qui pourrait être intéressante est, vous savez, les promesses de Donald Trump que la guerre à Gaza doit prendre fin avant qu'il n'entre en fonction ou très tôt après son entrée en fonction. Et vous savez, c'est peut-être une partie de, vous savez, la version Trump de l'accolade à Israël. Essayer de le forcer à travers son immense amitié avec Israël et l'État israélien, à lui donner ce sentiment de sécurité pour reculer dans certaines guerres. Et je pense que cela arrivera peut-être. Mais en général, je pense que tant que les guerres continuent, tant qu'il y a cette perception d'impunité du côté israélien, qu'ils peuvent en gros faire n'importe quoi, et que personne ne dira rien, et que le monde est en gros contre nous en tant qu'Arabes, ou nous en tant que musulmans dans cette région. Je pense que cette perception en Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient, sera très difficile pour les États à ignorer. Et je pense que ça peut être une cause de troubles sociaux. Ça peut même être une cause de révolution. Donc je pense qu'on ne peut pas ignorer cela. Je veux dire, encore une fois, si vous comprenez et savez quelque chose sur la politique iranienne et la révolution iranienne, l'une des principales raisons de la révolution iranienne était la perception que l'Iran était un vassal des États-Unis, même dans les années 70 et 60. Donc cela ne va pas se limiter à l'Iran maintenant, parce que les Iraniens avaient ce sentiment, je suppose, même à l'époque, d'un sens souverain. Cela s'est exprimé à travers l'islamisme et la doctrine islamique, mais cela provenait d'un désir d'autonomie stratégique et de souverainisme. Maintenant, imaginez les Iraniens d'aujourd'hui. Ils ne ressentent pas nécessairement beaucoup d'affinité avec les Palestiniens. Vous savez, ils sont arabes ou perses. Mais imaginez ce qui se passera dans les rues arabes. Le sentiment est que c'est un comportement honteux de la part de leur gouvernement, qui n'ont pas été capables d'arrêter ce qu'ils considèrent clairement comme une atrocité. Je veux juste mentionner cela aussi parce que le gouvernement iranien a certains problèmes avec sa propre population, qui croit également que l'Iran est trop impliqué dans différentes guerres dans la région, abandonnant sa propre population.
Mais l'Iran et le gouvernement iranien sont en fait au sommet de leur popularité dans le monde arabe. Il est donc très difficile pour les gouvernements arabes comme l'Arabie saoudite d'ignorer ce sentiment et d'accepter simplement les attaques israéliennes et occidentales contre l'Iran. Donc encore une fois, tout cela explique pourquoi Mohammed Ben Salman est le numéro 1 et les Émirats arabes unis sont le numéro 2 à sortir et dire que l'attaque israélienne en représailles au 1er octobre, la riposte iranienne dans le coup pour coup, l'attaque israélienne était inacceptable et une violation. Ou que le discours récent de Mohammed Ben Salman portait entièrement sur le respect de la souveraineté iranienne envers les partenaires occidentaux. Et le fait que, vous savez, essentiellement, les accords d'Abraham et la normalisation saoudo-israélienne sont hors de question. Toutes ces choses sont dues à la manière dont des changements systémiques se sont produits, mais aussi à la façon dont Israël lui-même, par son propre sentiment d'insécurité et de défense légitime du côté israélien, encouragé par des éléments en Occident et aux États-Unis, a perçu son rôle comme une sorte de politique étrangère plus jamais ça, où il veut s'assurer de ne pas avoir de menaces sécuritaires. Mais encore une fois, comme nous l'avons appris lors du 11 septembre, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de terrorisme et d'insurrection par l'action militaire. Il y a des raisons systémiques, sociales et sociétales fondamentales pour lesquelles ce type d'attaque se produit. Et c'est très facile de dire qu'on va éliminer ce groupe. Mais oui, même si vous réussissez à éliminer le Hamas ou même le Hezbollah, ce qui ne semble pas probable, même si vous y parvenez, il y aura un autre groupe avec un autre nom qui émergera. Et il fera exactement la même chose, sauf avec beaucoup plus de vitriol, beaucoup plus de pouvoir et un sens beaucoup plus grand de la justice que le précédent. Donc encore une fois, je pense que en Amérique, nous avons une relation avec l'État d'Israël qui est vraiment proche. Et je pense qu'il est dans l'intérêt à la fois de l'Amérique et des hommes d'État américains, mais aussi des hommes d'État israéliens, de trouver un moyen de résoudre ce conflit et d'essayer de trouver un moyen pour qu'Israël aussi puisse avancer vers un rapprochement, ce qui semble pour l'instant très improbable. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a des personnes en haute fonction et au pouvoir qui ont une vision complètement différente. Et pour les réalistes comme vous et moi, nous réalisons qu'il a fallu 20 ans aux États-Unis pour remplacer un régime taliban par un régime taliban. Et cela a pris 20 ans, et cela a échoué. Et les États-Unis étaient la plus grande puissance militaire et autonome unipolaire de cette planète. Et ils ont remplacé les talibans par les talibans, n'est-ce pas? C'est le résultat de toute la tragédie afghane. Maintenant, il y a des gens à Washington qui pensent encore qu'on pourrait simplement écraser l'Iran. Et il me semble en ce moment, et je veux vous demander votre avis à ce sujet, que Donald Trump choisit maintenant des personnes qui échangent des faucons néoconservateurs contre la Russie avec des faucons néoconservateurs contre l'Iran et la Chine. Mais quelle est votre interprétation des choix de cabinet que nous avons vus jusqu'à présent de Donald Trump? Parce que vous semblez suggérer que Trump veut en fait réduire les hostilités avec l'Iran. Mais il me semble que les personnes qu'il choisit sont assez mauvaises pour atteindre cet objectif. Que pensez-vous de cela? Je pense que c'est un point juste. Je pense que les intentions de Donald Trump ne sont pas de déclencher de nouvelles guerres, et certainement de mettre fin à celle-ci. Je pense que Donald Trump est sérieux dans son désarroi et son mécontentement face à la guerre. Je pense qu'il a une aversion personnelle contre la guerre et la souffrance humaine. Je le crois vraiment. En même temps, je pense que, vous savez, le président Trump croit qu'il contrôlera son cabinet et qu'il dira aux gens quoi faire.
Je crains qu'ils ne sous-estiment le fait que ce n'est pas seulement une personne que vous allez contrôler. Oui, ils devront exécuter vos ordres. Mais si vous avez quelqu'un comme, vous savez, Rubio, par exemple, au département d'État, étant donné qu'il est un choix idéologique, il a eu un cadre idéologique très cohérent. À moins qu'on ne lui dise de ne pas faire quelque chose, ce qu'il pourrait très bien accepter et faire comme le président le demande, je pense que c'est ce que font les grandes personnalités comme Donald Trump et d'autres dans l'histoire. Ils sous-estiment le pouvoir des systèmes, des structures et de la bureaucratie. Maintenant, Donald Trump arrive avec un mandat pour changer complètement bon nombre de ces éléments bureaucratiques de l'État profond. Mais il faut encore comprendre que même si vous voulez changer certaines parties de cela, la nomination de quelqu'un comme Tulsi Gabbard est très encourageante. Même les nominations de, vous savez, un autre modérateur, comme Matt Gaetz, pourraient être très utiles dans d'autres aspects en termes de surveillance, FISA et d'autres manières dont la liberté d'expression de certaines personnes qui ont été contre les guerres et interventions des États-Unis a été violée. Mais en mettant cela de côté, je pense que vous avez encore certains éléments comme Michael Waltz et le sénateur Rubio qui ont ces éléments idéologiques et croyances et une vision du monde. C'est très manichéen dans leur état d'esprit. C'est nous contre eux. C'est très à somme nulle. Et ils auront toujours une influence considérable sur cette bureaucratie. Ils ne seront pas aussi enclins à changer toute la bureaucratie si cela signifie moins de postures de force ou moins d'interventionnisme, ou si cela signifie qu'ils pourraient interpréter ces types de changements comme une défaite plutôt qu'un changement positif. Nous devons donc comprendre que le blob et l'état profond fonctionnent dans diverses dimensions. L'une des principales parties en est l'état de sécurité nationale. Mais la politique étrangère est également une partie importante de l'état de sécurité nationale. Avoir des personnes qui comprennent qu'elles ne sont pas idéologiques ou qu'elles sont alignées avec Donald Trump sur la nécessité de mettre fin aux guerres et de ne pas en commencer de nouvelles, et essentiellement de ne pas étendre et impliquer la présence des troupes américaines dans diverses régions du monde, ce serait un mouvement très positif. Mais encore une fois, je pense que ma préoccupation est que certaines des nominations pourraient ne pas nécessairement, encore une fois, ne pas être publiquement contre une position de Trump sur la fin de la guerre en Ukraine ou même le retrait des troupes américaines du Moyen-Orient. Mais encore une fois, elles auront leur impact. Ils choisissent des néoconservateurs, comme John Bolton, par exemple, la dernière fois. Oui, Donald Trump pensait qu'il utilisait Bolton comme un chien d'attaque, comme un moyen et un outil de négociation. Mais le fait est que John Bolton avait une grande influence sur tout un tas d'autres choses lorsque Trump n'était pas directement impliqué. C'est une énorme bureaucratie et John Bolton faisait son truc. Donc, avoir des personnes qui ne sont fondamentalement pas alignées avec le président, son message et sa politique, avec sa perspective générale, risque d'être contre-productif. Encore une fois, nous verrons comment cela se passe cette fois-ci. Mais je suis toujours sceptique à l'égard des personnes qui ont des postures et des positions idéologiques lorsqu'elles occupent des postes où nous voulons que le réalisme et la réflexion basée sur les intérêts prédominent. Ce sont tous des points bons et précieux. Et peut-être, pour les dernières minutes, permettez-moi de vous demander ce que vous pensez que l'avenir réserve aux décisions de ces communautés locales au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest. Par exemple, nous avons vu le gouvernement irakien demander officiellement aux États-Unis de partir, d'emporter leurs soldats et leurs bases. Nous ne voulons plus de vous ici. Et les États-Unis disent non, nous restons.
Et en Syrie, il est également assez clair que les États-Unis continueront de stationner leurs troupes ou d'occuper environ un tiers du territoire syrien. Nous avons des dynamiques similaires dans d'autres régions où il y a un mécontentement sérieux concernant le stationnement physique des troupes américaines, mais il y a des signaux très mitigés, disons, en ce qui concerne l'Égypte et la coopération égyptienne avec les États-Unis. Pensez-vous que le pouvoir structurel de ces endroits, pour demander plus d'autonomie stratégique, va augmenter, ou est-ce quelque chose que les États-Unis, du moins pour le moment, peuvent encore ignorer? Je ne pense pas que les États-Unis puissent ignorer les changements structurels, que ce soit à l'international ou certainement au niveau régional. Je pense aussi que l'une des choses que nous verrons de plus en plus est que même la nouvelle administration Trump, avec des questions incertaines, pourrait être plus belliciste et avec d'autres questions, elle pourrait ne pas l'être. Mais en termes de présence américaine dans la région, ce que j'entends, c'est qu'il y a un accord général parmi tous ceux qui arrivent que la présence des troupes américaines, surtout au Moyen-Orient, et peut-être dans certaines parties de l'Europe, est inutile et que nous pouvons réduire et retirer ces présences. Donc, d'une certaine manière, l'argument serait que peu importe ce qui se passe, que nous voulions que les guerres se terminent ou que nous aimions tellement Israël et que nous l'aidions à s'intensifier, peu importe lequel de ces choix nous faisons, nous ne voulons pas que les troupes américaines se retrouvent au milieu d'une guerre régionale. Donc à la fois en Syrie et en Irak, je pense qu'il y a un consensus général parmi les nouveaux arrivants, même ceux qui pourraient être considérés comme des néoconservateurs, que nous devrions retirer les troupes américaines. Et parce que je veux dire, encore une fois, qu'ils y croient ou non, c'est quelque chose que Donald Trump croit certainement. Et je pense que c'est quelque chose que nous pourrions voir comme un développement positif en termes de réduction des stations américaines et de la présence américaine au Moyen-Orient, étant des cibles faciles dans les guerres. Maintenant, en ce qui concerne ce que veulent les autres pays, eh bien, évidemment, les autres pays veulent avoir leur sens de l'indépendance et de l'autonomie stratégique, et ils comprennent que la population n'est pas aussi réceptive à la présence de troupes étrangères. Je pense que c'est particulièrement vrai depuis le 7 octobre et les guerres qui ont suivi depuis lors. Donc, je pense qu'à la fois en Irak et en Syrie, nous verrons moins de présence de troupes, peut-être un retrait complet. Nous pourrions également voir un autre aspect de ce que je pense que nous pouvons appeler la doctrine Trump, qui est beaucoup moins d'aide, en particulier l'aide militaire et humanitaire, à divers pays comme des pots de vin ou des adoucissants. Je pense donc que nous allons également assister à une réduction des dépenses. Les États-Unis vont devoir se concentrer à nouveau sur la récupération des sources de leur puissance militaire. Cela signifie un nouveau type de stratégie militaire, un nouveau type de posture de défense nationale. Je pense que l'Amérique comprend de plus en plus, nous comprenons ici, que les choses ne peuvent pas continuer comme elles l'ont fait, et peut-être devons-nous vraiment repenser notre posture de force également, et peut-être investir dans certaines choses plutôt que d'autres. La réalité de la guerre, tant en Ukraine qu'à Gaza, la manière dont ces guerres ont été menées, l'importance des drones, l'importance des missiles balistiques, a rendu par exemple les porte-avions, ils deviennent de moins en moins significatifs. Et c'est quelque chose que de plus en plus de gens ont remarqué et continueront de remarquer. Et cela signifiera un changement fondamental. Vous savez, en ce moment, avoir le prochain plus grand porte-avions pourrait être une question de prestige plutôt qu'une question d'importance militaire et stratégique.
Donc je pense que nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que l'Amérique, pour être compétitive dans un monde beaucoup plus multipolaire, multi-aligné, multinormal, doit changer et adapter ses politiques. Nous avons eu des années et des décennies de dépassement, dépensant plus que. Je lisais récemment que depuis le 11 septembre, environ 4,5 millions de personnes sont mortes dans divers centres de guerre. Ce n'est pas seulement immoral, car je ne suis pas un moraliste, mais mon problème avec cela est que cela n'a été d'aucun intérêt. Cela a été une mort insensée, à la fois pour nous et nos troupes, mais aussi surtout pour la région, la dévastation qu'elle apporte aux régions. Donc, la question est, pourquoi? Et comme vous l'avez dit, nous sommes passés d'un taliban il y a 20 ans à une autre époque. Et nous avons, vous savez, créé des circonstances dans lesquelles je crois que nous avons contribué à rendre Israël moins sûr à cause de nos politiques, de ne pas contrôler les choses quand nous aurions dû. Nos politiques ont été, vous savez, responsables de changer la dynamique dans la région également. Donc je pense que l'Amérique est moins intéressée par le Moyen-Orient parce que, vous savez, nous vivons simplement dans une ère différente et je ne pense pas que le Moyen-Orient soit aussi important pour notre sécurité nationale qu'il l'était dans les années 70. C'est une région périphérique et il est temps pour nous de l'accepter. Cela signifie que la région doit également comprendre comment développer sa propre compréhension et gérer ses propres affaires. Et cela signifie aussi que l'Arabie saoudite et l'Iran, en tant que deux grandes puissances influençant la sécurité régionale, doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas se permettre une guerre froide, car cela créerait un énorme stress sur leurs ressources et détournerait l'attention d'autres priorités. Donc, encore une fois, nous vivons à une époque de limitation et de priorité parce que nous sommes en pleine transition. Chaque pays doit accepter ce que cette transition signifie pour sa propre posture, pour sa propre politique économique, sa politique stratégique, sa grande vision. En agissant ainsi, je pense que nous allons voir de nombreux pays essayer de calmer le jeu, de trouver des moyens de coexister. À moins qu'il n'ait vraiment des considérations de sécurité légitimes, ils essaieront de venir à la table et d'avoir une discussion. Je pense qu'il est bon d'avoir une Arabie saoudite moins idéologique et une république islamique d'Iran moins idéologique. Je pense que c'est quelque chose que nous voyons déjà. Nous devrons également voir à quoi cela ressemble en termes de Turquie. Mais encore une fois, il semble que la région dans son ensemble subisse une certaine recalibration en termes de l'architecture de sécurité qu'elle souhaite. Et puis, tous les différents acteurs de la région veulent avoir beaucoup plus d'engagement diplomatique les uns avec les autres. Et tant que vous faites partie du système régional, vous êtes les bienvenus. Je terminerai là-dessus. Je pense qu'il est également important, en termes de vision stratégique, de comprendre que le seul pays qui possède des armes nucléaires au Moyen-Orient est Israël. Et avec ce changement en cours, cela devient lui-même insoutenable. Les acteurs régionaux plus importants, que ce soit la Turquie, l'Iran ou l'Arabie saoudite, ne peuvent s'empêcher de ressentir que la raison pour laquelle Israël peut faire ce qu'il veut et agir en toute impunité est qu'Israël est le seul pays qui peut escalader sans punition parce qu'il possède des armes nucléaires. Ainsi, les armes nucléaires, lorsqu'un pays les possède, sont un facteur d'escalade. Lorsque deux pays les possèdent, comme l'Inde et le Pakistan, ou la Chine et la Russie, ou d'autres pays voisins, elles deviennent une garantie de désescalade. Je pense donc que c'est quelque chose qui est probablement dans l'esprit des penseurs stratégiques de la région. Et cela pourrait même changer le calcul en termes de tout d'abord ce que l'Iran fera, alors que sa dissuasion au Liban et d'autres pratiques sont diminuées par l'action israélienne, ainsi que ce que l'Arabie saoudite envisagera en termes de, peut-être,
qu'avoir un autre pays avec des armes nucléaires n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Alors, vous savez, tous les arguments contre les armes nucléaires iraniennes, vous savez, comme le fait que cela créerait une course aux armements entre l'Iran et l'Arabie saoudite, était l'argument numéro 1 généralement avancé. Je pense que c'est aussi différent parce que de plus en plus, l'Iran et l'Arabie saoudite auront des trajectoires de sécurité et de défense plus similaires, malgré le fait que l'Arabie saoudite continuera à vouloir une certaine garantie de sécurité en dernier recours de la part de l'Amérique. Mais si l'Amérique pousse cela trop loin, cela ne fera qu'aliéner les dirigeants saoudiens. Donc encore une fois, c'est bien de voir des gens faire des calculs d'intérêt, comprendre que la neutralité et la coexistence sont deux bonnes choses. Magnifique façon de conclure sur ma chaîne. Arta, où les gens peuvent-ils te suivre pour en savoir plus sur toi ou lire tes analyses? Où devraient-ils aller? Oui, ils peuvent aller sur mon Twitter, arta.moini.com, à artamoini, et Moeni est mon nom de famille. Parfois, les gens oublient le i. Mais vous savez, peacediplomacy.org est aussi notre site web. Vous savez, mes écrits apparaîtront également là-bas, même si je publie à différents endroits, ainsi que dans le magazine Agon. C'est www.agonmag.com. Nous mettons des analyses intéressantes de temps en temps dans Agon Mag également. J'ai mis tout cela dans la description ci-dessous. Tout le monde suit le Dr Arta Moini. Arta, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Mrs. Sestor, I did raising. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.